Et c'est un phénomène que l'on observe chez les manuscrits de la mer Morte, au même titre que chez tout autre artefact archéologique. Pendant des décennies, on a cru comprendre parfaitement les manuscrits de la mer Morte. Puis, en 2025, ils ont été scannés à nouveau. Ce qui est apparu n'était pas du texte, mais un diagramme caché que personne ne pouvait expliquer. Certains chercheurs ont cessé d'en parler. Si ces rouleaux dissimulaient quelque chose intentionnellement, à qui étaient-ils destinés? Affaire à suivre, car il pourrait bien s'agir de la découverte du siècle. Les manuscrits qui ont refusé de se taire. En 1947, un berger bédouin jeta une pierre dans une grotte près de la mer Morte et entendit un craquement. Ce qu'il découvrit dans cette cavité obscure allait devenir l'une des collections de textes anciens les plus étudiées de l'histoire de l'humanité. Les manuscrits de la mer Morte ont émergé du désert non pas comme des réponses, mais comme des fragments enveloppés dans 2 ans de silence. Les érudits célébrèrent cette découverte. Ils traduisirent des psaumes, des prophéties et des règles de vie communautaire. Ils dataient le parchemin et analysaient l'encre. Mais alors même que les universités exposaient les rouleaux sous verre et que les chercheurs publiaient des ouvrages d'interprétation, un malaise persistait dans certains milieux universitaires. Certains fragments ne s'assemblent jamais. Certains schémas demeurent irrésolus. Les rouleaux ne formaient pas un seul livre. Il s'agissait de centaines de fragments, déchirés et dispersés dans 11 grottes des falaises de Qumran. Nombre d'entre eux contenaient des textes bibliques déjà connus grâce à des copies ultérieures. D'autres étaient des prières, des calendriers et des commentaires propres à la communauté qui les avait cachés. Mais parmi ces fragments se trouvaient des documents qui échappaient à toute catégorisation claire. Des textes codés, des listes sans contexte, des diagrammes si ténus qu'ils semblaient presque fortuits. Les premiers chercheurs ont relevé ces anomalies, puis ont poursuivi leurs recherches. Les rouleaux étaient fragiles. Le travail était urgent. Il y avait des mystères plus clairs à résoudre. Des décennies passèrent net. Les fragments furent photographiés, catalogués et conservés dans des installations à température et hygrométrie contrôlée. De nouvelles technologies virent le jour. L'imagerie infrarouge a révélé des lettres invisibles à l'œil nu. Le balayage multispectral a mis au jour des textes sur parchemin trop endommagés pour être déchiffrés par les méthodes traditionnelles. Chaque avancée a apporté un éclairage nouveau sur la vie des personnes qui ont rédigé ces rouleaux. Mais cela a aussi révélé autre chose. La preuve que tout ce qui était écrit sur le parchemin n'avait pas été vu. Les chercheurs ont commencé à distinguer des strates, des endroits où l'encre recouvrait d'anciennes inscriptions, des espaces où l'écriture semblait délibérément interrompue. Comme si le scribe s'était arrêté pour ne pas recouvrir quelque chose de déjà inscrit. Au début des années 2000, des rumeurs circulaient dans certains départements. Des chercheurs qui avaient passé des années à étudier les rouleaux commencèrent à décrire un sentiment qu'ils ne parvenaient pas à exprimer clairement. L'impression que les fragments étaient incomplets, non pas parce que le temps les avait détruits, mais parce qu'ils avaient été conçus ainsi. Certains pensaient que les scribes de Qumran avaient dissimulé des significations cachées, recelant un savoir que seules les générations futures, dotées d'outils plus performants, pourraient extraire. D'autres rejetaient cette idée, la qualifiant de romantisme académique. Les rouleaux étaient anciens, elles étaient sacrées. Ce n'étaient pas des énigmes conçues pour des regards lointains, mais les anomalies persistaient. En 2008, une équipe de chercheurs à Jérusalem a signalé la présence de formes géométriques floues sur un fragment auparavant considéré comme vierge. Ces formes n'étaient pas dessinées. Elles étaient imprimées dans le cuir, comme si elles avaient été tracées au stylet avant même l'application de l'encre. La découverte fut mentionnée en note de bas de page, puis oubliée. En 2012, une autre équipe découvrit des symboles répétitifs en marge d'un texte traitant de la pureté rituelle. Ces symboles ne correspondaient à aucun alphabet connu.
Elles furent répertoriées comme marques décoratives et mises de côté. Chaque fois qu'un élément étrange apparaissait, on l'expliquait. Les rouleaux avaient été écrits par une communauté isolée. Ils avaient leurs propres coutumes, leurs propres notations. Toutes n'avaient pas besoin d'avoir une signification. Mais le sentiment qui régnait parmi ceux qui travaillaient au plus près des fragments devenait de plus en plus difficile à ignorer. Les rouleaux avaient été délibérément dissimulés, scellés dans des jarres, enfouis dans des grottes, préservés à travers les catastrophes et les conquêtes. Et s'ils étaient destinés à être découverts plus tard? Et si les scribes qui les avaient enveloppés de lin et d'obscurité savaient qu'un jour, des outils permettraient de voir ce que les yeux humains du premier siècle ne pouvaient percevoir? En 2020, la question n'était plus de savoir si des couches cachées existaient, mais si quelqu'un était prêt à les rechercher. Les techniques d'imagerie avaient progressé bien au-delà de ce qui semblait possible 10 ans auparavant. Les machines pouvaient désormais scruter sous l'encre, à travers le parchemin, des structures si ténues qu'elles semblaient fantomatiques. Les rouleaux avaient déjà été scannés. Elles avaient été étudiées, débattues et exposées. Mais elles n'étaient jamais restées véritablement silencieuses. Elles attendaient. Et en 2025, quelqu'un a enfin écouté. Le projet de nouvelle numérisation de 2025. La décision de procéder à une nouvelle numérisation des manuscrits de la mer Morte a été présentée comme une mesure de conservation de routine. Les institutions détenant des fragments ont annoncé début 2025 une initiative conjointe d'imagerie s'appuyant sur les progrès de l'analyse spectrale et de l'apprentissage automatique. L'objectif affiché était simple: créer l'archive numérique la plus complète jamais réalisée des rouleaux, garantir leur pérennité pour les générations futures, combler les lacunes des zones endommagées. Le langage était précis, le ton était académique, mais le moment choisi a soulevé des questions parmi ceux qui comprenaient le potentiel réel des nouvelles technologies. Le projet s'étendait sur plusieurs sites: Jérusalem, Paris, Londres. Chaque lieu abritait sa propre collection de fragments, et chaque fragment allait être soumis à des protocoles d'imagerie bien plus poussés que tout ce qui avait été tenté auparavant. L'équipement était coûteux. Le processus était lent. Des capteurs haute résolution captaient la lumière sur des longueurs d'onde invisibles à l'œil nu. Des algorithmes ont analysé les motifs de réflectance, identifié la composition des encres, tracé les fibres du parchemin et cartographié chaque variation microscopique de texture et de densité. Les machines ne se sont pas contentées de photographier les rouleaux. Elles les ont disséqués couche par couche sans jamais les toucher. Au début, les travaux se sont déroulés exactement comme prévu. Les lettres effacées sont devenues lisibles. Les bords abîmés ont révélé des fragments de mots. Des chercheurs ont reconstitué des phrases perdues depuis 2 millénaires. Chaque réussite a été documentée. Chaque fragment a été catalogué. Mais vers la fin du printemps, la situation a évolué. Les techniciens ont commencé à signaler des incohérences dans les données d'imagerie. Des motifs qui ne correspondaient pas au texte connu. Des structures apparaissaient uniquement à certaines longueurs d'onde. Dans un premier temps, on les a considérés comme des artefacts du processus de numérisation. Du bruit dans les données. Des ombres dues à un éclairage inégal. Les machines étaient puissantes, mais pas parfaites. Puis, lors d'un examen de routine d'images traitées, un chercheur à Jérusalem remarqua quelque chose. Un fragment classé comme contenant une partie d'un psaume révélait de faibles formes géométriques sous l'encre visible. Les lignes étaient fines, presque imperceptibles, mais elles suivaient des angles trop précis pour être fortuits. Elle a relancé le scan. Les géométries étaient toujours les mêmes. Elle a testé d'autres fragments provenant de la même grotte. D'autres motifs sont apparus. Des cercles s'intersectant à intervalles calculés, des lignes rayonnant à partir de points centraux, des formes qui semblaient délibérées, structurées, intentionnelles. La découverte fut partagée discrètement au sein de l'équipe de projet. D'autres installations commencèrent à analyser leurs propres données à la recherche d'anomalies similaires.
En quelques semaines, des rapports sont parvenus de tous les sites. Les schémas n'étaient pas limités à un seul fragment ou à une seule grotte. Ils apparaissaient dans plusieurs textes. Souvent dans des passages où l'écriture visible semblait banale, les formes géométriques ne suivaient pas le cours du langage. Elles existaient indépendamment, superposées aux écritures et à une architecture cachée semblable à une prière. Certains fragments ne révélaient que des formes partielles, comme si le dessin s'étendait au-delà des bords d'un parchemin déchiré. D'autres présentaient des diagrammes complets, jamais mentionnés au cours de décennies de recherches antérieures. À l'approche de l'été, l'équipe de recherche se trouva confrontée à un problème imprévu. Les tendances étaient indéniables. Elles étaient mesurables. Elles étaient reproductibles d'une analyse à l'autre, mais personne ne put expliquer ce qu'elles représentaient. Ces formes ne correspondaient à aucun symbole connu de l'époque. Elles ne ressemblaient pas aux illustrations trouvées dans d'autres textes anciens. Ils semblaient faire partie de quelque chose de plus vaste, quelque chose qui nécessitait de multiples fragments pour être pleinement compris. Et ces fragments étaient dispersés depuis 2 ans. Les réunions s'éternisaient. Les conversations se faisaient plus discrètes. Les chercheurs qui avaient consacré leur carrière à l'étude des manuscrits se retrouvaient face à des images qu'ils ne parvenaient pas à interpréter. Certains ont avancé que ces motifs n'étaient que des éléments décoratifs, peut-être utilisés par les scribes pour planifier l'espacement ou marquer des sections. D'autres ont souligné la cohérence mathématique de ces motifs dans des textes sans lien apparent, suggérant une intention plutôt qu'une simple ornementation. Un petit groupe a commencé à se demander si ces motifs n'avaient pas été dissimulés délibérément, intégrés sous une écriture visible pour passer inaperçus jusqu'à ce que la technologie soit suffisamment avancée pour les détecter. En septembre, un technicien parisien a isolé un fragment qui a radicalement changé la donne pour l'ensemble du projet. Le parchemin, petit et très abîmé, avait été jugé trop détérioré pour contenir un texte exploitable. Mais la nouvelle imagerie a révélé quelque chose d'extraordinaire. Sous des couches d'encre délavée et de résidus accumulés, se trouvait un diagramme unique en son genre. Complet, symétrique et précis. Il était entouré de symboles absents des autres rouleaux. Le technicien envoya l'image au directeur du projet sans commentaire. Le directeur a ouvert le dossier, l'a étudié pendant quelques minutes, puis l'a refermé et verrouillé derrière un système d'accès crypté. Aucune annonce n'a été faite. Aucune publication n'a été rédigée. Mais en quelques heures, certains chercheurs ont été discrètement écartés du projet. Les protocoles d'accès ont été durcis, et le fragment qui refusait d'être compris est devenu celui dont personne n'avait le droit de parler. Le schéma qui a tout changé. Le fragment mesurait environ 12 cm sur 15. Ses bords étaient irréguliers, déchirés il y a des siècles par la main de l'homme, par le temps ou par les deux. Le texte visible à sa surface était minime. Quelques mots en hébreu, fortement effacés, semblant appartenir à une prière ou une bénédiction. Pendant des décennies, ils avaient été conservés avec d'autres fragments endommagés, jugés trop incomplets pour une étude prioritaire. Mais, sous la couche superficielle, révélée uniquement par l'imagerie multispectrale à des longueurs d'onde supérieures à la lumière visible, se cachait quelque chose qui n'avait rien à faire dans le monde antique. Le diagramme était composé de cercles concentriques traversés par des lignes radiales. À première vue, il ressemblait à des cartes astronomiques d'époques plus tardives, à des modèles de mouvements planétaires ou à des cartographies célestes. Mais les proportions ne permettaient pas cette interprétation. Les cercles ne représentaient pas des trajectoires orbitales. Les divisions ne reposaient pas sur des figures célestes observables. Au contraire, la géométrie obéissait à des rapports qui se répétaient avec une précision troublante. Chaque point d'intersection correspondait à des relations mathématiques qui n'auraient pas dû être accessibles aux scribes d'il y a 2 ans. Les chercheurs qui ont examiné les images améliorées ont remarqué des détails qui ont épaissi le mystère. Les lignes n'étaient pas tracées à main levée.
elles ne présentaient aucune variation d'épaisseur, aucune hésitation, aucune correction. Elles semblaient avoir été gravées avec des outils conçus pour l'exactitude, peut-être guidées par des instruments mesurant les angles et les distances avec une précision mécanique. Les cercles s'emboîtaient les uns dans les autres à des intervalles suggérant un espacement intentionnel, comme si chaque anneau représentait une étape ou un seuil. Entre les structures géométriques se trouvaient des groupes de symboles. Ces symboles étaient impossibles à identifier immédiatement. Il ne s'agissait pas de lettres d'un alphabet ancien connu. Il ne s'agissait pas de chiffres appartenant à des systèmes reconnus. Certains ressemblaient à des glyphes abstraits, triangles, croissants, agencements de pointes reliés par de courts traits. D'autres avaient une apparence presque pictographique, évoquant des objets ou des concepts plutôt que des sons. Quelques-uns semblaient incomplets, comme si le fragment ne conservait qu'une partie d'un vocabulaire symbolique plus vaste. Les chercheurs les ont comparés à des bases de données d'anciens systèmes d'écriture. Aucune correspondance n'a été trouvée. Ces symboles existaient isolément, liés à ce diagramme et à rien d'autre dans l'histoire. Ce qui rendait ce diagramme véritablement troublant, c'était son lien avec d'autres fragments. Lorsque les chercheurs ont commencé à recouper les données d'imagerie, ils ont découvert que des pièces que l'on croyait auparavant sans rapport contenaient des versions partielles des mêmes motifs géométriques. Un fragment provenant de la grotte. 4. Montrait un quart de cercle aux proportions de rayons identiques. Un morceau de la grotte. Un présentait 3 lignes séquentes dont les angles correspondaient à ceux du diagramme complet. Le bord endommagé d'un rouleau révélait des symboles parfaitement alignés avec les groupes de l'image centrale. Aucun de ces fragments n'avait été trouvé ensemble. Aucun n'avait été classé comme étant lié. Mais l'imagerie a prouvé qu'il s'agissait de pièces d'un ensemble conçu pour fonctionner comme un tout. L'hypothèse s'est imposée que ce diagramme n'avait jamais été destiné à figurer sur un seul parchemin. Il avait été disséminé dans plusieurs textes, dissimulé dans des documents apparemment sans lien entre eux, enchâssés sous des passages bibliques visibles. Quelqu'un avait pris un soin extrême à fragmenter le dessin, s'assurant ainsi qu'aucun lecteur occasionnel ne puisse découvrir sa forme complète. Les rouleaux avaient été délibérément séparés, enfouis dans différentes grottes et conservés dans des genres distincts. Mais le diagramme était codé sur chacun d'eux, attendant une technologie capable de percer leur dissimulation. Les chercheurs ont tenté de reconstituer le dessin complet à l'aide de superpositions numériques. Ils ont aligné les fragments en se basant sur la continuité géométrique, en faisant correspondre les angles des lignes et les rayons des cercles au millimètre près. L'image qui en a résulté était plus grande et plus complexe que prévu. Des sections qui semblaient complètes prises isolément sont devenues des éléments subordonnés au sein d'une structure plus vaste. Les cercles centraux étaient entourés d'anneaux extérieurs contenant des séquences de symboles disposées en spirale. Des lignes radiales s'étendaient au-delà de la structure circulaire, se terminant par des formes évoquant des repères directionnels ou peut-être des instructions. Certains chercheurs ont avancé que ce diagramme représentait un modèle cosmologique, une tentative antique de cartographier l'univers ou l'ordre divin. D'autres ont fait remarquer que les modèles cosmologiques incluent généralement des éléments reconnaissables comme les étoiles, les planètes ou les divinités. Ce diagramme n'en contenait aucun. Il était abstrait et fonctionnel. Cela ressemblait davantage à un plan d'architecte qu'à une illustration philosophique. Les proportions suggéraient la mesure. Les symboles évoquaient le processus. La structure générale suggérait une démarche à suivre, et non une simple contemplation. En octobre, l'équipe de projet renonça à nommer ce qu'elle observait. Des termes comme carte, graphique, illustration ou schéma semblaient tous inadéquats. Le diagramme fonctionnait selon des principes qu'il pouvait mesurer mais non interpréter. Il véhiculait des informations qu'il pouvait reconnaître mais non décoder. Et il avait été délibérément dissimulé sous des textes sacrés
par des gens qui savaient que sa consultation nécessitait des outils qui n'existeraient pas avant. 2.0 ans. Ces rouleaux ne contenaient pas d'écriture. Ils avaient conservé autre chose. Pourquoi les chercheurs paniquent-ils? Le passage de la découverte au silence s'est produit en quelques semaines. Les chercheurs qui avaient ouvertement discuté de leurs résultats préliminaires durant l'été étaient soudainement devenus injoignables à l'automne. Les présentations prévues lors de conférences universitaires ont été annulées sans explication. Les articles en cours de préparation ont été discrètement retirés des listes de soumission aux revues. Le projet ResCan, qui publiait régulièrement des communiqués de presse sur les textes restaurés et les passages clarifiés, a cessé toute communication. Les demandes d'informations émanant d'institutions extérieures restèrent sans réponse. Les fragments ayant permis de reconstituer le diagramme furent retirés des bases de données d'images publiques. Les personnes impliquées dans le projet commencèrent à comprendre qu'un changement fondamental s'était produit. Les réunions qui rassemblaient autrefois des dizaines de chercheurs se limitaient désormais à de petits groupes soumis à des accords de confidentialité. Des protocoles de sécurité, jusque-là inexistants dans le domaine de la recherche universitaire, ont été mis en place. Les communications par courrier électronique standard ont été remplacées par des canaux cryptés. L'accès physique à certains fragments nécessitait l'autorisation de comités qui n'existaient pas quelques mois auparavant. Les chercheurs qui contestaient ces nouvelles restrictions ont vu leur contrat modifié ou leur accès révoqué. Le message était clair, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Le diagramme n'était plus soumis à une enquête publique. La panique n'était pas généralisée. Certains chercheurs ont soutenu que ce secret trahissait les principes de transparence académique. Ils insistaient sur le fait que ces découvertes appartenaient à l'humanité, et non aux institutions qui se trouvaient détenir les fragments. Mais d'autres comprenaient les conséquences de la diffusion d'informations incomplètes sur un phénomène inexpliqué. Le diagramme contredisait des hypothèses ancrées dans des siècles d'exégèse biblique. Ce diagramme suggérait une sophistication technologique incompatible avec l'histoire connue de l'époque. Il soulevait des questions sur son auteur, sa finalité et les connaissances qu'il recelait, questions qui restaient sans réponse satisfaisante. Une partie de la communauté scientifique estimait même qu'il menaçait les fondements théologiques. Si les rouleaux contenaient un savoir codé accessible uniquement grâce aux technologies modernes, cela impliquait que les scribes de Qumran possédaient une compréhension bien au-delà de la dévotion religieuse. Cela suggérait qu'ils préservaient quelque chose qui transcendait les Écritures. Peut-être des instructions, peut-être des avertissements, peut-être l'accès à des concepts délibérément exclus des textes canoniques. Les institutions religieuses qui soutenaient les recherches sur les manuscrits depuis des décennies ont commencé à exprimer leurs inquiétudes. Des conversations privées ont laissé entendre que des pressions étaient exercées en coulisses. Certains chercheurs ont rapporté qu'on leur avait demandé d'insister sur le caractère fragmentaire des découvertes, de souligner l'incertitude et d'éviter toute affirmation définitive. D'autres craignaient que la publication du diagramme ne déstabilise bien plus que la théologie. Des carrières universitaires s'étaient construites sur l'interprétation des manuscrits comme de simples documents religieux. Les manuels scolaires contenaient des chronologies codifiées. Les musées avaient conçu des expositions. Si les fragments recelaient des niveaux de signification invisibles à la recherche traditionnelle, cela remettait en question des décennies de conclusions établies. Des réputations étaient en jeu. La crédibilité institutionnelle était mise à rude épreuve. L'éventualité que les manuscrits n'aient jamais été pleinement compris, qu'ils aient attendu que la technologie révèle leur véritable contenu, constituait une menace professionnelle pour ceux qui prétendaient détenir l'expertise. En novembre, un petit groupe de chercheurs a commencé à diffuser des documents internes plaidant pour le classement définitif des résultats de l'étude des diagrammes. Ils ont proposé que la diffusion des images reste réservée à un cercle restreint d'universitaires agréés. Ils ont suggéré de reporter indéfiniment tout débat public, dans l'attente d'analyses complémentaires
qui pourrait prendre des années, voire des décennies. Certains ont présenté cela comme une prudence responsable. D'autres ont reconnu en privé qu'il s'agissait de peur. Peur d'une mauvaise interprétation. La crainte de représailles religieuses. La crainte de soulever des questions auxquelles la recherche contemporaine n'était pas en mesure de répondre. Les arguments les plus troublants provenaient de ceux qui avaient étudié le diagramme de plus près. Ils ont mis en évidence des éléments structurels sans équivalent dans le monde antique, mais présentant des parallèles troublants avec des concepts explorés uniquement dans les cadres théoriques modernes. Des rapports apparus en mécanique quantique, des géométries correspondant à des modèles topologiques. Des séquences symboliques suggéraient une logique algorithmique. L'idée que des scribes antiques aient pu coder des informations nécessitant les mathématiques du 21e siècle pour être décodées était non seulement un défi intellectuel, mais aussi une source de troubles existentiels. Malgré les restrictions, la nouvelle commença à se répandre. Les chercheurs qui ont quitté le projet ont parlé avec prudence à leurs collègues. Des bribes d'informations ont circulé dans des forums universitaires confidentiels. Des images divulguées ont brièvement circulé avant d'être supprimées des serveurs. Chaque fuite entraînait un renforcement des mesures de sécurité. Chaque rumeur soulevait de nouvelles questions. Les institutions détentrices des manuscrits se retrouvaient confrontées non pas à une découverte, mais à une crise. Ils avaient mis au jour quelque chose d'inexplicable qu'ils n'osaient révéler. Les parchemins étaient devenus dangereux non pas à cause de leur contenu, mais à cause de ce qu'ils sous-entendaient. À la fin de l'année, la position officielle s'était stabilisée. Le projet de numérisation de 2025 a permis d'améliorer de nombreux textes et poursuit son travail de préservation. Les nouvelles découvertes sont analysées selon des normes scientifiques rigoureuses. L'accès public aux images mises à jour reprendra après un examen approfondi. Le calendrier de cet examen est resté indéterminé, et le schéma qui avait tout changé est devenu la découverte qui, officiellement, n'existait pas. Savoir ancestral ou plan interdit. Les interprétations circulaient à voix basse et en messages cryptés. Les chercheurs qui avaient passé des mois à analyser le diagramme commencèrent à élaborer des théories qu'ils hésitaient à formuler officiellement. La géométrie était trop précise pour être symbolique. Les proportions étaient trop régulières pour être décoratives. La répartition des fragments était trop délibérée pour être fortuite. Quel que soit le diagramme représenté, il avait été conçu dans un but précis. La question était de savoir quel pouvait être ce but. Certains pensaient qu'il s'agissait d'une carte, non pas de géographie, mais d'autre chose. Les cercles concentriques suggéraient des strates ou des niveaux. Les lignes radiales impliquaient une direction ou une progression. Les symboles regroupés aux points d'intersection évoquaient des marqueurs désignant des stations ou des seuils. Un chercheur a suggéré que le diagramme représentait une ascension spirituelle, une représentation visuelle des étapes mystiques décrites dans des textes juifs ésotériques de la même période. Mais d'autres ont fait remarquer que la précision mathématique contredisait les traditions mystiques. Le mysticisme recourait à la métaphore. Ce diagramme, lui, relevait de la mesure. Une autre interprétation suggérait que ce dessin recelait un système calendaire bien plus sophistiqué que les anciens systèmes de mesure du temps connus. Les cercles imbriqués pourraient représenter des cycles au sein de cycles, des jours au sein de mois, d'années, ou encore des périodes astronomiques plus vastes. Ces symboles pourraient désigner des événements célestes ou des observances rituelles liées à des mouvements invisibles à l'œil nu. Cependant, les tentatives de corrélation de ce diagramme avec les systèmes calendaires connus des manuscrits de la mer Morte ont échoué. Les chiffres ne correspondaient pas. Les schémas ne s'alignaient pas. S'il s'agissait d'un calendrier, il mesurait le temps selon des principes que personne ne reconnaissait. Un groupe plus restreint explora une possibilité plus troublante. Ils remarquèrent que certaines relations géométriques du diagramme ressemblaient aux proportions architecturales des édifices sacrés, temples, sanctuaires
espace conçu pour la transformation rituelle. Mais ces proportions dépassaient tout ce qui avait été construit dans le monde antique. Les proportions suggéraient des dimensions qui auraient nécessité des techniques de construction inaccessibles aux communautés du 1er siècle. Un archéologue a fait remarquer que si le diagramme était un plan, il décrivait quelque chose qui n'avait jamais été construit, ou peut-être quelque chose qui n'était pas destiné à être construit en pierre et en bois. Les symboles recelaient leur propre mystère. L'analyse linguistique a révélé des schémas caractéristiques d'un langage didactique plutôt que narratif ou inspirant. Les glyphes apparaissaient en séquence, suggérant des étapes ou des phases. Certains chercheurs les ont comparés à la notation alchimique de périodes ultérieures, relevant des similitudes structurelles dans la manière dont les symboles se combinaient pour représenter des processus plutôt que des objets. Mais l'alchimie apparut des siècles après la rédaction des manuscrits. Des références à des textes interdits commencèrent à surgir dans des discussions privées. Le livre d'Hénoch, conservé sous forme de fragments à Qumran, décrivait des connaissances interdites révélées par les anges avant le déluge. Le livre des Jubilés décrivait l'architecture cosmique et les mesures divines. D'autres écrits apocryphes faisaient référence à des diagrammes et à des instructions délibérément soustraites à l'enseignement commun. Les érudits, qui connaissaient parfaitement ces textes, commencèrent à se demander si le diagramme représentait le type de connaissance auquel ces avertissements antiques faisaient référence. Information jugée dangereuse. Sagesse destinée à rester cachée jusqu'à ce que les conditions permettant sa révélation sans danger ou jusqu'à ce que cette révélation devienne inévitable. L'interprétation la plus troublante est venue d'un chercheur spécialisé en théorie des systèmes. Elle a suggéré que le diagramme ne décrivait ni un lieu, ni une époque, ni même un concept. Il décrivait un processus. Les cercles représentaient des phases. Les symboles représentaient des actions ou des transformations. La précision géométrique garantissait la reproductibilité. Si son analyse était correcte, le diagramme constituait un ensemble d'instructions. Mais la nature de ces instructions restait floue. Le processus n'avait ni début ni fin apparent. Il semblait conçu pour boucler, se répéter selon des conditions spécifiques que les symboles pouvaient indiquer, mais que les chercheurs contemporains ne parvenaient pas à déchiffrer. Les parallèles avec un savoir interdit devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. Au cours de l'histoire, certains textes ont été censurés non pas parce qu'ils étaient hérétiques, mais parce qu'ils étaient considérés comme dangereux dans la pratique. Des grimoires prétendant invoquer des entités, des traités décrivant des rituels de transformation, des manuscrits décrivant des procédures exigeant une exécution précise pour éviter des conséquences catastrophiques. Le diagramme présentait des similitudes structurelles avec ces documents. Il n'avait rien de religieux. Il était opérationnel. Dès l'hiver, les chercheurs ont cessé de se demander ce que représentait le diagramme et ont commencé à s'intéresser à son utilité. La distinction était importante. Une carte vous indique où se trouve quelque chose. Un calendrier vous indique quand quelque chose se produit. Mais un plan vous indique comment construire. Une formule indique comment créer. Un mode d'emploi indique comment activer. Les scribes qui ont dissimulé ce diagramme sous les écritures sacrées ont déployé des efforts considérables pour le préserver intact tout en le rendant invisible. Ils ne l'avaient pas caché à leurs ennemis. Ils l'avaient caché au temps lui-même, le codant en fragments qui ne révéleraient leur but que lorsque les générations futures posséderaient des outils capables de voir ce que les yeux antiques ne pouvaient percevoir. Ces parchemins ne préservaient pas la croyance, ils préservaient une méthode. Que se passe-t-il si le diagramme est compris? La question qui hantait les réunions à huis clos et les échanges cryptés n'a jamais été de savoir si le diagramme pouvait être décodé, mais s'il devait l'être. Pour une compréhension complète, il fallait rassembler tous les fragments, corréler chaque symbole et replacer chaque relation géométrique dans son contexte global. La technologie existait,
les fragments étaient accessibles. Les chercheurs disposaient des outils nécessaires pour reconstituer l'ensemble du dispositif et le soumettre à une analyse informatique susceptible de révéler des schémas invisibles même à l'œil nu. Mais chaque avancée vers la compréhension s'accompagnait d'une résistance institutionnelle accrue. Certains affirmaient qu'un savoir incomplet était plus dangereux que l'ignorance. Une compréhension partielle d'un système complexe pouvait mener à une application catastrophique. Si le diagramme était effectivement didactique, s'il décrivait un processus exigeant une exécution précise, tenter de le suivre sans en saisir l'ensemble pouvait engendrer des conséquences que les scribes antiques avaient délibérément cherché à éviter. Le fait que le diagramme ait été fragmenté et dissimulé suggérait qu'il n'avait jamais été conçu pour être reconstitué à la légère. Peut-être les scribes comprenaient-ils que ce type de savoir comportait des risques inhérents. Peut-être l'avaient-ils codé non pour une découverte future, mais pour un besoin futur, convaincus que, le moment venu, ceux qui auraient besoin de le comprendre posséderaient à la fois la technologie et la sagesse nécessaires pour procéder avec prudence. D'autres se demandaient si la compréhension était même possible dans le cadre des structures en vigueur. Le diagramme fonctionnait selon des principes qui semblaient cohérents, mais étrangers à la pensée contemporaine. Les symboles véhiculaient le sens par des relations plutôt que par des définitions. La géométrie décrivait l'espace d'une manière qui ne correspondait pas aux dimensions physiques. Plusieurs chercheurs ont souligné que toute tentative d'interprétation du diagramme à l'aide de modèles mathématiques ou linguistiques modernes pourrait s'avérer fondamentalement erronée. Les scribes travaillaient probablement à partir de systèmes de connaissances antérieurs ou supérieurs aux traditions conservées dans les archives historiques. Le décryptage de leur œuvre pourrait exiger non seulement de meilleurs outils, mais aussi des modes de pensée entièrement différents. Les spécialistes des religions participant au projet savaient que la révélation complète du diagramme obligerait à se confronter à des questions délicates. Si la communauté de Qumran possédait un savoir codé nécessitant des technologies du 21e siècle pour y accéder, quelle était l'origine de ce savoir? Le récit traditionnel décrivait les rouleaux comme les produits d'une secte juive isolée, préservant les écritures et les règles communautaires. Mais une secte capable d'intégrer des systèmes géométriques et symboliques sophistiqués sous un texte visible opérait à des niveaux de compréhension incompatibles avec les hypothèses historiques. Certains chercheurs ont discrètement suggéré que ce diagramme pourrait représenter une transmission plutôt qu'une invention. Le savoir transmis par des sources que les scribes eux-mêmes ne comprenaient pas pleinement a été préservé, car ils en reconnaissaient l'importance même sans en saisir toute la signification. Les décisions institutionnelles reflétaient l'importance de ces questions. Début 2026, l'accès à la reconstruction complète du diagramme était limité à une douzaine de personnes. Les images fragmentaires révélant des motifs géométriques ont été retirées des bases de données académiques. Les publications faisant référence aux anomalies ont été reportées sine die, dans l'attente d'un examen complémentaire non précisé. Des chercheurs qui avaient consacré des années à l'étude des manuscrits se sont retrouvés écartés de la découverte la plus importante de l'histoire du texte. La justification était toujours la même. Une recherche rigoureuse exigeait de la prudence. La diffusion prématurée d'interprétations non vérifiées risquait d'induire le public en erreur et de nuire à la crédibilité du monde universitaire. Mais ceux qui en étaient exclus avaient bien compris le véritable calcul. Les institutions gagnaient du temps. Il est temps de déterminer si ce diagramme peut être expliqué sans risque dans le cadre des cadres théoriques existants. Il est temps d'évaluer la réaction du public et des communautés religieuses face à des fuites soigneusement contrôlées. Il est temps de décider si certaines connaissances doivent rester classifiées de façon permanente, indépendamment des principes académiques. Ce précédent était inquiétant. Si des découvertes pouvaient être étouffées parce qu'elles menaçaient les récits établis, la recherche se réduisait à un exercice de confirmation plutôt qu'à une recherche.
Pendant ce temps, le diagramme lui-même restait inchangé. Ses lignes, ses cercles et ses symboles étaient cryptés sur des serveurs sécurisés, accessibles uniquement à ceux qui en avaient l'autorisation, attendant comme ils l'avaient fait pendant 2 millénaires. Les scribes qui les avaient créés avaient disparu. Leur communauté avait disparu. Leur monde avait disparu. Mais leur œuvre a perduré. Enfouie dans des fragments de peau animale et d'encre à base de carbone, préservée à travers la guerre, la conquête et l'exil, cachée dans des grottes jusqu'à ce que le hasard et la curiosité la mettent au jour et la révèlent à présent grâce à une technologie qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le diagramme posait une question silencieuse à une génération incapable d'y répondre. Certaines connaissances n'émergent pas lorsque nous sommes prêts à les recevoir. Elles émergent lorsque les conditions permettent leur révélation, indépendamment de notre préparation. Les manuscrits de la Mère Morte avaient traversé les siècles, livrant des textes qui ont transformé notre compréhension du judaïsme antique et du christianisme primitif. Mais sous ces textes se cachait autre chose. Quelque chose que les scribes savaient devoir survivre. Ce en quoi ils avaient confiance ne deviendrait visible que lorsque le monde posséderait les outils nécessaires pour le percevoir. Que cette visibilité soit une bénédiction ou un avertissement restait incertain. Le diagramme était suffisamment compris pour en saisir l'importance, mais importance et signification n'étaient pas synonymes. Et l'écart entre les deux se creusait à mesure qu'on l'examinait de plus près. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche à l'écran.